C, D, did you tell your story? Rejoignez la communauté des Digitailers et découvrez les histoires de spécialistes de l'ABCD du marketing digital. Aujourd'hui, nous accueillons Sophie Bruno, naturopathe spécialisée dans les troubles de la femme et de l'enfant, qui va nous parler de la communication de cœur pour un marketing éthique. Un bon exemple du C de communication. Hello les Digitailers, aujourd'hui je vous retrouve en compagnie de Sophie Bruno qui est naturopathe spécialisée dans les troubles de la femme et de l'enfant. J'ai eu la chance de rencontrer Sophie au travers de la communauté doTERRA, donc un laboratoire d'huile essentielle et de compléments alimentaires. Sophie, pour la petite histoire, tu as d'abord commencé dans le domaine de la communication dans ta première vie avant de te réorienter professionnellement vers le métier de naturopathe. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours professionnel, académique et qu'est-ce qui t'a mené à faire cette réorientation professionnelle? Oui, bien sûr. Alors, bonjour, bonsoir à tous. Merci Ophélie de me recevoir dans ton podcast. Alors, donc oui, en effet, je suis maintenant naturopathe, mais c'est quelque chose d'assez récent finalement, puisque je suis installée depuis près de 2 ans, donc en cabinet en France et en digital et en consultation à distance pour tous les francophones de France et de Navarre. Et aujourd'hui, je suis naturopathe parce que c'est mon parcours de vie personnel qui m'a amenée à cette reconversion-là. En effet, initialement, j'ai un diplôme, un master en communication et j'étais attachée de presse, donc dans le monde de tout ce qui était santé-beauté, donc il y avait quand même un cousinage. Mhm. Et puis, mon parcours de vie a fait que j'ai souffert d'un grand drame personnel qui m'a plongée dans une profonde dépression. Et à l'époque, on a voulu mettre sous antidépresseurs. Et pour moi, ça a été très, très compliqué, puisqu'à l'époque, j'avais un petit garçon à m'occuper et ça me mettait dans un état juste pas possible. Donc, très rapidement, il a fallu que je trouve une autre solution alternative. Et la naturopathie, là, en l'occurrence, la phytothérapie sont venues à moi. Et ça a été pour moi l'occasion de découvrir ce monde donc alternatif et complémentaire. Et pour moi, ça a été un petit peu une révélation. Et je me suis dit, voilà, si moi, ça m'a aidé, je peux peut-être aussi aider d'autres gens puisque je trouvais que c'était assez méconnu, surtout en Europe. C'est pas forcément le cas au Canada. Et donc, du coup, je me suis formée, hein, une grosse formation de 1800 heures, je crois, de Mhm. base. Wow. Et donc, j'en suis venue à venir maintenant apporter ma petite pierre à l'édifice et à accompagner ceux qui le souhaitent par la phytothérapie, mais aussi plein d'autres outils que nous offre la naturopathie. Ok, génial. Peut-être pour les personnes qui connaissent justement assez peu la naturopathie, est-ce que tu peux nous expliquer plus en détail la différence entre naturopathie et phytothérapie? Tout à fait. Alors, la phytothérapie, c'est vraiment la médecine par les plantes. Déjà, dans la phytothérapie, il y a plusieurs branches. On va trouver l'aromathérapie et la gémothérapie pour les principales. Il faut comprendre que la phytothérapie, en fait, on travaille essentiellement les fleurs, les feuilles et les racines sous forme de gélules, de teintures, de décoctions, de tisanes. Après, on a l'aromathérapie qui donc est le format huile essentielle, donc de la plante devient huile essentielle. Et la gémothérapie, on travaille spécifiquement sur les bourgeons. Donc en fait, ce sont des méthodes différentes, mais on est vraiment sur le travail d'un produit. La naturopathie, c'est plus une médecine, ce qu'on appelle une médecine holistique, une médecine globale, qui a en cousine la médecine traditionnelle chinoise et la médecine ayurvédique indienne. En fait, pour moi, ces trois médecines préventives ont beaucoup de points communs. Ce qui change, c'est notamment le filtre culturel, hein, particulièrement. Et la phytothérapie, pardon, fait partie de la naturopathie au même titre que l'hydrothérapie, que l'énergétique, que la magnétothérapie, que la relaxation, que les fleurs de Bach, etc. C'est un des outils de la naturopathie. Ok. Est-ce que, ça c'est de la simple curiosité, mais est-ce que tu peux nous dire peut-être la différence entre les bienfaits d'utiliser plutôt la plante, mais sous différentes formes, en fait? Alors en fait, il y a deux choses à comprendre. Il y a une dimension de concentration de principes actifs, c'est-à-dire que là, en fait, en termes de graduation d'action, le plus light, on va dire, ça va être l'infusion, en fait, la plante Mhm. sèche ou fraîche que l'on met en infusion ou en décoction. Donc là, on est sur quelque chose qui va travailler en douceur, mais dont il va falloir en prendre une certaine quantité pour pouvoir avoir des effets sur une certaine durée, mais c'est aussi moins cher.
Ensuite, on va trouver tout ce qui est teinture mère. Donc là, en fait, c'est des plantes juste qui sont mises dans un liquide et on récupère le liquide. Donc là, on a une concentration qui est un peu plus importante. Ensuite, on a la version en gélule, où là, en général, les labos font des formules plus concentrées. Mais pareil, selon les labos, on parlait encore avec une collègue hier, le magnésium, bon, là, c'est un oligo-élément, mais en fonction des labos, les marges sont très, très différentes. Et puis, mais on est sur tout ça, on est sur un travail quand même assez long. La gémothérapie, elle est spécifiquement sur un travail de terrain, donc sur un travail de long terme. Un travail en gémothérapie avec les bourgeons, c'est 3-6 mois minimum. Et enfin, l'aromathérapie, là, au contraire, on va en général plutôt fixer une action éclair. Là, les huiles essentielles n'ont pas vocation à être utilisées au même dosage pendant 6 mois d'affilée. Ce serait épuisant pour le corps, c'est très très fort. Donc là, on va être plutôt sur des problèmes non pas chroniques, mais aigus. Mhm. Ok, parfait. Merci beaucoup. Et donc, forcément, tu t'es orienté vers un métier plutôt thérapeutique. Je pense que tu as commencé en tant que solopreneur, mais peut-être que tu te considères aujourd'hui plutôt en tant qu'entrepreneur. Est-ce que tu peux nous expliquer les raisons de ce choix et la voie que tu as prise? Mais en fait, où je n'ai pas tout dit, c'est qu'après avoir été attachée de presse, j'étais donc attachée de presse à Paris. Et quand j'ai rencontré mon amoureux, on est revenu sur nos terres natales en province. Et la France est un pays très centralisé et au niveau médiatique particulièrement. Donc clairement, il a fallu que je me reconvertisse. Et à cette époque-là, déjà, j'avais créé ma propre entreprise de conseil en communication. En fait, je faisais beaucoup de graphisme, développement de site internet. C'était un petit peu les prémices à l'époque. J'ai l'impression d'être un vieux dinosaure en disant ça. Et c'est vrai que les réseaux sociaux commençaient tout juste de naître. Donc, en fait, voilà, j'avais déjà créé mon entreprise à cette époque-là. Et puis j'étais très jeune et finalement, je souffrais d'un gros problème, c'est que je suis très mauvaise commerciale et très mauvaise vendeuse. Donc, quand tu as ton business, il faut quand même à un moment pouvoir oser aller frapper aux portes, démarcher les entreprises, etc. Ce que j'étais mais purement incapable de faire. Là, c'était au-delà de sortir sa zone de confort pour moi. C'était vraiment très, très compliqué. Donc, je m'excusais de vendre mes produits. Limite, tu sais, c'est le truc où tu préfères, tu vois. Donc j'ai dû arrêter. Et à l'époque où j'avais repris un travail alimentaire dans le bâtiment, dans les ressources humaines. Mais donc voilà, On entend la déchéance dans ta voix. c'était. Bah après, voilà, j'ai passé aussi de très bons moments. J'avais la chance pour le coup, quand je suis revenue salariée, de travailler avec une super équipe. Ah, Je ok, tant retrouverai mieux. les joies de travailler avec une belle équipe, des collègues sympas. Et puis voilà, j'étais assez. Voilà, c'est le confort aussi de quand tu rentres le soir chez toi, t'es plus sur ton ordinateur, tu fermes la porte, c'est fini, quoi. Mhm. Et ton salaire est le même tous les mois. Donc ça, c'était assez agréable, il faut bien le dire. Maintenant, c'est vrai que j'ai toujours eu cette soif un petit peu de liberté et d'autonomie. J'ai toujours travaillé un petit peu à contre-courant, hein, même à l'époque, profil un peu première de la classe et ce côté où ben voilà, tu as un travail à faire en 3 heures. Bon, ben, moi, il était fini en 1 heure et demie, donc le reste, ça me casse un peu les Mhm. pieds des autres. Donc là-dessus, je suis pas forcément dans le boulot, je suis pas forcément un super partenaire, on va dire. Ou alors les autres n'avancent pas et je fais le travail à leur place, donc au bout d'un moment, ça n'en finit plus. Donc c'est vrai, ouais, solopreneur. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que oui, entrepreneur, puisque de toute façon, solopreneur, entrepreneur, tu as plus ou moins les mêmes devoirs, tout ce qui est administratif. Après, aujourd'hui, les années ont passé et c'est vrai que j'ai acquis bah, la confiance en moi pour pouvoir prospecter. Et je pense aussi que j'ai acquis la confiance en moi, puisque finalement, aujourd'hui, je fais un travail que j'ai choisi, qui est peut-être une vocation avec laquelle je suis parfaitement alignée. La communication, ça me plaisait, mais au final, j'ai fait communication parce que je voulais pas faire d'école de commerce, puisque mon papa voulait que je fasse une école de commerce, en fait. C'était l'esprit de contradiction, mais pas trop. Donc voilà, ça me plaisait, mais oui, c'était très sympa hein, de faire toutes les soirées, les événements, ok, mais en soi, il n'y avait pas d'épanouissement derrière ça. Mhm. Là, du coup, on en arrive au sujet de notre podcast. Comment as-tu justement concilié cette communication, on va dire, plus corporate, plus business, que tu as apprise avec la communication qu'aujourd'hui tu pratiques et qui est en lien avec ton business, donc plutôt une communication de cœur? C'est vrai que c'est difficile, et particulièrement dans le monde des thérapeutes, où aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui se reconvertissent dans le monde du bien-être.
Et pour beaucoup, moi je l'ai vu sur les bancs de l'école et sur les différentes personnes que j'ai rencontrées dans mon parcours, pour beaucoup, bien-être est irréconciliable avec argent et avec business. Sauf que, comme tu l'as dit à juste titre, quand on est thérapeute, on est dans le monde de l'entrepreneuriat, qu'on le veuille ou non. Et aujourd'hui, on entend beaucoup d'histoires de gens qui se sont reconvertis et qui, faute de clients, sont obligés de retourner à la vie salariée, etc. Mais finalement, c'est pas forcément que ce sont des mauvais thérapeutes. Alors, il y en a sûrement, mais c'est pas forcément le principal. Je pense que la raison principale, c'est surtout que les personnes n'osent pas se vendre. Il y a une crise de légitimité d'une part, et puis il y a ce problème qui est bien, voilà, j'ai envie de dire judéo-chrétien, de ce côté, ce rapport à l'argent qui est délicat. Quand on parle de santé et de bien-être, c'est souvent difficile à concilier. Après, il faut avoir enfin pour moi en tout cas, quand on veut avancer, perdurer, et moi mon objectif, c'est pas de devenir millionnaire en faisant mon métier, mais c'est d'arriver tout du moins à en vivre, parce que le problème, c'est que si je n'arrive pas à en vivre, je vais devoir faire autre chose. Mhm. Donc l'idée, c'est d'arriver au moins un minimum ce que j'ai besoin pour vivre. Et pour ça, eh bien, ça implique en effet de se couper un petit peu de ces fausses valeurs, quelque part, et d'oser. Et d'oser. Et comme là, en effet, je suis alignée, ben voilà, je sais que il suffit pas d'ouvrir un cabinet, de mettre une jolie plaque de porte dessus et de se dire, bon, bah, ça y est, j'attends que les gens prennent rendez-vous. Tu vas attendre très longtemps. En effet, tu vas avoir deux, trois personnes qui vont passer devant, deux, trois personnes avec le bouche à oreille. Mais le bouche à oreille, en réalité, on le sait, c'est deux, trois ans avant d'en voir les premiers clients. Mhm. Donc, il faut un, oser se montrer. Il faut deux, oser investir, puisque comme dans tout business, il faut donner pour recevoir. Et donc, clairement, le marketing aujourd'hui est indispensable. Mais après, voilà, on n'est pas là, on ne vend pas les petits pois. Et toute la délicatesse, en effet, c'est d'adopter ce fameux marketing de cœur qui, pour moi, représente en fait une notion d'authenticité, pardon, et d'intégrité. L'idée, c'est que c'est avant tout de communiquer, mais comment je pourrais dire, de façon de, à partager sa Authentique. passion. Ouais, voilà, exactement, authentique, partager sa passion, partager du vrai contenu, pas être juste là non plus que pour meubler. Mm. L'idée, c'est de partager du vrai contenu. Derrière, il y a des personnes qui ont des problématiques. Donc, l'idée, c'est en effet de venir les chercher, mais tout en douceur, en fait, de les chercher tout en bienveillance. Il y a vraiment une grosse dimension, une grosse approche humaine dans ce travail-là qui va différer avec ben voilà, la communication du dernier modèle de voiture qui sort, quoi, clairement. Mhm. On ne peut pas tout dire. Moi, je sais que ma grosse limite, c'est, comme je dis, ma casquette de fée clochette que j'aimerais bien avoir, mais que je n'ai pas. C'est vraiment quand on est dans le marketing, de s'arrêter, de ne pas promettre monts et merveilles. Mhm. Il y a ce terme un petit peu osé, mais qui parle de putaclic, c'est ces gros titres accrocheurs, façon à peu près à Scandale, qu'on va avoir sur YouTube ou pour le coup sur Oui, la beaucoup presse sur écrite. YouTube. Ouais. Ouais. Et où on te promet, deviens millionnaire en 3 jours. Enfin, non, c'est faux, en fait. Et ça, c'est l'anti-marketing de cœur, en fait. C'est que là, tu viens, tu promets, tu mens, tu t'en fous tant que ça clique et que ça rapporte, tu y vas, quoi. Ouais. Et le Ou marketing, perdre 12 kilos en un mois. voilà, c'est ça, perdre 12 kilos en un mois, comme on peut voir des trucs, l'alimentation anti-cancer. Mhm. Non, c'est typiquement ce genre de choses où peut-être qu'il y a une éthique qui est beaucoup plus importante que dans un marketing classique. Mais en effet, la santé et le bien-être, pour moi, n'est pas du tout incompatible avec le marketing à partir du moment où il est bien fait, de façon respectueuse, où on est dans la cohérence avec nos valeurs et où on respecte la confiance de notre auditoire. Mhm. Parce que voilà, les gens nous font confiance en avançant dans le temps, on devient, on a ce statut un petit peu enfin, de prescripteur. Et à un moment, en effet, on peut pas dire tout et n'importe quoi. Mhm. J'aimerais peut-être juste ouvrir une parenthèse à la suite de ce que tu as dit par rapport aux aspects quand même légaux Oui. du métier de marketing digital. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de pratiques qui se font et on peut penser qu'elles sont légales ou tendances. Et il faut savoir que le marketing digital est un métier à part entière qui est soumis à des lois. Donc, normalement, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et je peux vous donner peut-être trois exemples. Le premier exemple, c'est qu'on n'a pas le droit d'utiliser des faux témoignages.
Et les témoignages qu'on a, on doit vraiment demander l'autorisation aux personnes de pouvoir les utiliser. On doit vraiment avoir une vraie traçabilité, donc soit un vocal, soit un écrit par email et autres. Mais voilà, normalement, on n'a pas le droit d'utiliser des faux témoignages. Un autre exemple, on n'a pas le droit d'utiliser des marques déposées dans nos communications, dans nos publicités. Donc, je pourrais donner l'exemple de Botox. Botox est une marque déposée au même titre que Kleenex et on n'a pas le droit de comparer en fait un produit qu'on vend au Botox. Donc voilà, ça c'est un exemple. On utilisera plutôt le terme toxine botulique, qui est le vrai terme en fait. Un autre exemple que je pourrais aussi donner, c'est, tu disais justement, l'alimentation anti-cancer. Ça peut être voilà, ça peut être considéré comme une publicité trompeuse, surtout qu'on touche au corps médical. Et il faut savoir en tout cas qu'en Suisse, par exemple, les médecins n'ont pas le droit de faire de publicité à proprement dit, au même titre que les avocats. Donc du coup, normalement, ce genre de titre accrocheur me semble en tout cas pas très légal. Donc voilà, c'est bien de vouloir faire des gros titres, mais respecter aussi les lois qui vont avec et respecter les consommateurs, de ne pas les induire en erreur. Donc je pense que c'est aussi ça que tu voulais dire par rapport à la communication de cœur, par le terme authentique. Donc voilà, petite parenthèse fermée. C'est son importance. Et c'est vrai que pour le coup, c'est quelque chose que tu dis là que j'ai pas vraiment expérimenté en réunion parfois houleuse, puisque quand je me suis installée, j'ai rejoint un cabinet pluridisciplinaire qui était lié en effet orienté sur la femme et l'enfant. Donc pour le coup, on avait des infirmières de puéricultrices, on avait un mec qui était radiologue et qui faisait, je ne sais plus quel est son métier. Enfin, Mhm. si tu veux, il y avait des psychologues, donc il y avait des personnes du monde médical ou assimilées au monde Paramédical, médical. ouais. Voilà, en tout cas, bienvenue dans le monde médical. Et puis, il y avait ce qui est un petit peu le monde des sorciers. Donc, les Mhm. ostéopathes, les réflexologues, les ostéopathes, voilà, nous, en France, tout cela, ils sont dans le monde des sorciers. Donc, des sorciers et des marabouts. Donc, c'est vrai que voilà, il y avait cette difficulté-là. On a voulu faire rayonner un petit peu le centre, mais il fallait quand même communiquer. Et c'était compliqué parce que la psychologue aurait bien aimé pouvoir communiquer, mais elle ne pouvait pas apparaître dans les publications. Ouais, alors c'est vrai qu'en Suisse, c'est un peu différent. On a le droit de faire apparaître les médecins dans les publications, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser, de promouvoir par exemple des offres, les offres du moment ou des super rabais. Ils doivent faire attention à tous les mots qu'ils utilisent. Mm. Donc c'est clair que ce sont des métiers où c'est très complexe en fait de s'auto-promouvoir et de se vendre en tout cas sur les réseaux sociaux. Mais Après, c'est vrai que je trouve que c'est quelque part c'est dommageable parce que je pense que en fait on scinde les deux mondes, euh, mhm, alors que pour moi les règles devraient être les mêmes pour les deux en fait. Je pense mhm, qu'un médecin ou une psychologue qui s'installe devrait avoir le droit de faire un tarif découvert pour faire découvrir sa pratique, enfin son métier, puisqu'il est un psychologue en l'occurrence, nous c'est pas remboursé en France au même titre qu'un mhm, ostéopathe. Et pour le coup, ça permettrait peut-être que le monde des sorciers puisse avoir aussi les mêmes règles. mhm. Et je sais qu'il y a pas mal de métiers comme ça qui en souffrent du fait de ne pas pouvoir vraiment justement faire du marketing à proprement dit, comme les diététiciens aussi, qui travaillent en étroite collaboration avec les médecins. Et pour eux, c'est aussi compliqué de promouvoir leurs activités parce qu'ils sont un peu soumis aux mêmes lois. Mais Donc, ouais, du pourtant, coup, tu t'installes, tu as besoin de qu'on te ouais. connaisse, quoi. Et du coup, justement, est-ce que tu pourrais nous donner peut-être 3 techniques de communication de cœur que tu as mises en place pour le développement de ton activité? Mhm. Bah, écoute, moi, j'essaie de faire alors mensuellement ou pas forcément mensuellement. On va dire que j'étais assez rigoureuse et puis j'ai eu peur pour le coup puisque finalement le mensuel revient assez vite. Hmm. J'avais peur aussi là pour le coup, je me suis auto-censurée toute seule, hein. Je suis passée d'un mensuel à un plus ou moins trimestriel, Mhm. au moins bimestriel. Et donc j'ai une newsletter en effet où je propose du contenu lié à la saison. Moi, je vis avec les saisons, j'adore les saisons. Donc voilà, c'est du contenu lié à la saison. C'est des petites recettes, genre des infusions, des choses, refaire son kéfir maison, ce genre de choses-là. On va avoir aussi peut-être un peu la plante du mois, tu vois, la plante qui va bien, qui va être adaptée à tous. Et puis, Mhm. je propose toujours aussi un volet un petit peu développement personnel, gestion du stress, méditation, ce genre de choses. Puis un petit spot qui renvoie sur les articles de mon blog, puisque j'ai un blog sur mon site internet. Trop bien. Là, en effet, ça me permet d'approfondir des articles. En fait, là, tu vois, c'est aussi un changement de stratégie que j'ai eu dernièrement, où j'étais je me suis laissée engloutir, il n'y a pas d'autre mot, par les réseaux.
et notamment par Meta, où voilà, tu veux que ton truc il fonctionne, donc tu te dis, OK, l'algorithme, il lui faut, pour il est assez fin, il faut que tu lui donnes tant de posts, tant de stories, tant de reels, machin. Et en fait, il y a un moment, tu te perds, quoi. Là, pour le coup, tu t'éloignes du marketing de cœur, puisque tu en es à vouloir absolument faire un contenu pour cette fichu algorithme. Et à un Mhm. moment, tu vois, cet été, de prendre du recul, ça m'a aussi permis de dire, non, mais attends, stop. Alors, c'est vrai que du coup, j'ai divisé ma visibilité par 10. Ouais. J'avais une Mhm. visibilité d'à peu près 4000, je suis passée à 400 quand je Mhm. regarde au quotidien. Mais je me dis, finalement, ils sont peut-être plus quali. Mhm. Et par contre, je me sers en effet j'ai du contenu pur Insta, et je me sers d'Insta pour envoyer sur mon blog. Top. Tu vois, ça me permet Alors, d'avoir des choses plus approfondies. alors, si j'ose ouvrir peut-être une parenthèse par rapport à ça, parce que c'est vrai que tu as dit beaucoup, beaucoup de choses qui sont hyper intéressantes. Déjà, tu as parlé de blog. Et Mhm. effectivement, les articles de blog, c'est très bien pour travailler le référencement naturel de votre site. Et par contre, il faut vraiment que vous travailliez sur la génération enfin, sur comment générer du trafic sur votre site. Et le fait de le combiner à ta newsletter, c'est vraiment très bien parce que ça va permettre d'amener les gens vers ton article de blog. Donc, n'imaginez pas qu'il suffit juste d'écrire un article de blog pour que les gens tombent dessus dans leur recherche sur Internet. C'est vraiment à vous de communiquer à l'aide d'autres outils annexes pour justement générer ce flux de trafic. Donc, premier point, bravo. Une autre astuce par rapport à l'article de blog et qui fonctionne bien, moi, c'est ce que je fais avec mes clients. C'est par exemple, toi, j'imagine que tes articles de blog sont quand même assez longs, normalement. Tu détailles. Ouais, je suis entre 800 et 2000 mots, ouais. Ouais, donc bravo. Donc, ça, c'est bien, il faut qu'il soit assez bien détaillé. Et donc, du coup, le problème, c'est que si vous utilisez un post pour expliquer tout l'article de blog, bah, le problème, c'est qu'en fait, vous ne pourrez pas tout dire. Donc moi, généralement, ce que je fais, c'est que je vais par exemple diviser l'article de blog en 4 idées de contenu et ça va me faire 4 idées de post sur Instagram. Et comme ça va générer 4 fois du trafic sur l'article de blog. Donc ça, c'est aussi une astuce pour optimiser votre temps et puis créer du contenu un peu plus facilement sans vous tuer à la tâche parce qu'effectivement, tu disais que tu dois publier tous les jours, c'est plus une communication de cœur, ça devient trop intense. Et effectivement, c'est très juste de dire que est-ce que vous travaillez pour l'algorithme ou pour vos internautes? Donc là, c'est à vous de trouver le juste milieu. Est-ce que vous voulez publier tous les jours pour l'algorithme et gagner des followers ou est-ce que vous voulez publier à un rythme qui vous convient et qui convient aussi à votre audience pour créer une relation de confiance? Mais ça, il y a pas de règle magique. Après, il y a une autre petite parenthèse aussi du pourquoi de mon changement de stratégie de cet été. C'est que moi, j'ai mon mari qui avait une grosse chaîne YouTube voyage et qui, du jour au lendemain, se les fait fermer. Elles sont purement arbitraires. Mais il sait pourquoi? C'est quoi l'utilisation d'une musique commerciale? Alors, en fait, il s'est battu, hein. Il s'est battu comme un lion parce qu'en fait, ils lui ont balancé un pauvre truc en mode, c'est une question de copyright, sauf que mon mari fait tout, il a tous les contrats de toutes les musiques, enfin, il Ouais, était hyper carré dessus. Il dit non, je suis désolée, ça peut pas être le copyright. Si c'est le copyright, c'est OK. Dites-moi quelle est la vidéo, quel est le problème. ouais. Ils n'ont jamais voulu répondre, ils ont dit on n'a pas justifié. Ah Donc, du coup, oui. ben, il a utilisé les réseaux, il s'est mis sur X et il les a pourris. Il les a pourris sur X, il a publié toutes les réponses de YouTube en disant c'est inadmissible. Les followers ont dit rendez-nous notre chaîne, rendez-vous la chaîne, rendez-vous la chaîne. Et en fait, bah, du jour au lendemain, la chaîne est revenue. Et en fait, ah ben, il s'agissait d'une erreur. Ah ouais. Mais bon, c'est une erreur qui a pris plus de 3 semaines de bataille pour récupérer le truc. Et en fait, je me suis rendu compte de la fragilité, du côté un petit peu précaire du contenu en fait que tu confies à ces mastodontes. Parce que, Mhm. qu'en effet, du jour au lendemain, Instagram te boycotte ou Instagram arrête pour une raison. Hein. Là, tu vois, ils sont en train d'embêter Elon Musk pour des questions de liberté d'expression. On peut Mhm. imaginer que X arrête ou quoi, et tu dis que tout ton contenu, il n'y a plus rien. Ah ouais. C'est vrai que, mis à part ça, ça arrive souvent, surtout sur Instagram, des comptes qui sont fermés du jour au lendemain. C'est vrai que normalement, c'est plus lié à des infractions enfin, des droits d'utilisation d'Instagram, comme par exemple quand on automatise le compte ou qu'on achète des followers et autres. Mais c'est vrai que parfois, ça peut arriver, une décision arbitraire, et puis ils ferment le compte. Et c'est vrai que moi, j'ai eu le problème avec YouTube. J'avais fait un podcast en collaboration avec Canva, l'entreprise Canva. Et je pense qu'ils ont dû croire que c'était faux.
alors que vraiment, c'était un vrai employé de Canva. Enfin, j'avais tous les justificatifs, ça a été validé par l'entreprise. Et ils refusaient de publier sur YouTube mon podcast avec Canva. Mais heureusement, j'ai pas eu besoin d'aller aussi loin avec vous. J'ai juste insisté et puis finalement, ils ont accepté de le publier. Mais voilà. Donc parfois, il y a des zones sombres qu'on n'arrive pas toujours à élucider. Mais merci pour ce partage du coup. Ouais, ouais, vraiment c'est ce sentiment, tu sais, d'être David contre Goliath et d'être vraiment la toute petite souris. Et là, tu OK, mais moi, c'est des heures et des heures de travail, c'est des milliers Ouais. d'euros d'investissement aussi en publicité, parce que pour le coup, bon, là, Mhm. c'est mon mari, mais moi, je n'en ai pas parlé, mais là aussi, en termes d'investissement, il faut savoir qu'aujourd'hui, je remplis mon agenda à 60, alors maintenant, j'ai baissé, j'étais à 80%, là, je vais être à 60-70% grâce au pub Google. Ah ouais, donc toi, tu t'investis pas mal sur Google. Ouais, Est-ce que j'ose te demander ton budget ou tu veux ouais, pas ouais, communiquer? carrément. Ouais, ouais. En fait, quand j'ai démarré mon activité, j'étais à 300-400 € par mois Mhm. en Google Ads. En fait, ça m'a permis de remplir en local. Alors après, j'avais une fiche Google My Business qui tournait bien. Du coup, Mhm. le Google My Business a pris le relais. Aujourd'hui, en local, le bouche à oreille, c'est pareil. Ça fait depuis 6 mois que j'ai du bouche à oreille qui fonctionne. Donc après 1 an et demi d'installation. Mhm. Mais là, en fait, aujourd'hui, je paye essentiellement pour me faire connaître, si tu veux, pour les consultations à distance. Donc là, Ok, aujourd'hui, ouais, je vais avoir, on va dire, 45% de mon chiffre d'affaires à distance. Et là, pour le coup, ok, c'est grâce à la pub Google. ok. Hyper intéressant. C'est vrai que nous, en Suisse, selon l'industrie, on peut facilement recommander 5 000 euros, enfin 5 000 francs du coup par mois. Et encore, selon l'industrie, ça peut être un petit budget. Ah bah, c'est clair. Mais en même temps, Genève est beaucoup plus concentrée que du coup la Bretagne. Je pense qu'il y a certainement moins de naturopathes dans ta zone. Oui, alors après, c'est aussi un choix stratégique, hein. Sincèrement, Mhm. pour la publicité locale, c'était amplement suffisant parce qu'en effet, j'avais un environnement peu concurrentiel et donc ça Mhm. suffisait. Là, aujourd'hui, ma stratégie, c'est clairement pourquoi j'ai ce budget-là, c'est parce que je ne sors pas je cherche pas le mot-clé naturopathe. C'est même pas la Non, bah peine. non, surtout pas, ouais. Mhm. En fait, je travaille par des pathologies. Moi, donc, Oui, comme tu disais en début, je suis spécialisée pour les troubles de la femme et de l'enfant. Donc, en mhm. fait, par exemple, je vais avoir une... Ménopause, Voilà. endométriose. Alors, ça, c'est pareil, t'oublies. Ah oui, ouais, non, il n'y a pas le droit. Ah oui, c'est vrai, tous les Ah, mots si, si. maladie, oui, oui, c'est interdit, Non, ouais. alors si tu peux, en fait, mais simplement, c'est pareil, c'est un gouffre financier, c'est hyper Ouais. demandé. Donc, Mm. moi, je vais sur ma spécialité, c'est le syndrome des ovaires polykystiques, donc qui est Ok. beaucoup moins connu, et puis tout ce qui va être TDAH. Donc là, tu vois, je suis sur Mm. tout ce qui est thyroïde. Là, je suis sur des mots-clés hyper ciblés. Donc, en Mhm. effet, les personnes qui ressortent, pour lesquelles je ressors, sont des personnes qui sont voilà, des prospects bien chauds, tu vois, déjà. Et Ok, ça, tu les trop parles, bien, quoi. trop bien. Donc juste pour expliciter, peut-être pour les personnes qui connaissent pas trop les mots qu'on a utilisés, la fiche Google, c'est vraiment la fiche qui s'affiche pour vous géolocaliser sur une carte. Et ça, vous pouvez la faire gratuitement. Il suffit d'avoir un compte Google. Et ça peut être extrêmement stratégique de choisir un lieu pour votre cabinet où il n'y a pas trop de concurrents. Comme ça, vous allez plus facilement apparaître dans les résultats de recherche organiques, donc naturels, sans budget publicitaire. Et toi, du coup, en plus de ça, tu fais aussi les campagnes publicitaires avec un certain budget mensuel. Pour Et lesquels je ne ressors pas mes business, du coup. ouais, top, top, top. Donc, trop bien. Donc, du coup, là, tu as parlé de ces deux techniques. La première technique, c'était justement avec newsletter, article de blog. Deuxième technique, Google Ads. Est-ce que tu as une autre technique aussi que tu as trouvée éthique et que tu aimerais partager? Bah, pour le coup, les réseaux sociaux en sont quand même une, puisqu'aujourd'hui, Mhm. j'ai des clients grâce aux réseaux sociaux, parce qu'en fait, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'il y a toute une génération, des anciens, qui vont vous dire, ouais, mais voilà, vous vous montrez, ou ma maman au début, mais ma maman me dit, mais si tu donnes tout ton contenu gratuit comme ça, les gens, ils vont jamais prendre rendez-vous. Mais tu sais, le contenu, si c'est pas moi qui le donne, ils vont le trouver ailleurs, en fait. Mhm. Et l'idée, c'est que, en fait, quand tu prends rendez-vous avec un thérapeute, en réalité, tu prends ton rendez-vous, voire même moi, pour le distance, souvent tu payes un acompte, mais tu ne sais pas ce que tu vas avoir derrière ou quand la personne travaille, je veux dire, même que ce soit en présentiel ou à distance, pour le coup, même combat. Mhm. Et pour le coup, je trouve que les réseaux sociaux permettent cela, c'est qu'aujourd'hui, en plus, on est sur quelque chose où les gens ont besoin quand même de se sentir en confiance. Ils sont souvent mal entendus par le monde médical.
À côté de ça, il y a aussi pas mal de thérapeutes et de personnes du bien-être, comme on disait tout à l'heure, qui sont un peu borderline ou qui ont des méthodes un peu douteuses. Donc, Mhm. c'est vrai que pour eux, ils ont vraiment, je trouve que les réseaux sociaux, et à condition que tu te livres un peu et pas juste donner les derniers aliments riches en magnésium, le fait de se livrer un peu et de permettre aux gens de se connaître et de voir un petit peu ta personnalité, comment tu travailles, les sujets qui te touchent, bah, ça crée des connexions et mine de rien, de façon invisible, ça crée un lien de confiance grâce à ce fameux marketing de cœur qui permet que les gens se disent, OK, je prends rendez-vous, mais elle me plaît. Et j'ai plein de gens qui me contactent comme ça en me disant, ah, je vous ai suivi sur les réseaux, votre profil me plaît bien, est-ce que vous pouvez me recevoir? Tu vois, il y a cette Mhm. approche-là et ça, c'est chouette. Ouais, c'est trop bien. Bah, c'est vrai que du coup, cette stratégie-là, bah, dans notre jargon, on l'appelle personal branding, donc tout ce qui est, on va dire, création de votre identité de marque personnelle. Et pour ce faire, il y a quelques, on va dire, quelques axes qui peuvent aider. Bah, comme tu disais, la première, c'est être authentique. Si vous essayez de mentir, de toute façon, à un moment donné, ça va se voir. Et vous ne serez pas congruent avec votre langage corporel. Donc, de toute façon, les gens vont le ressentir. Deuxième aspect que tu as dit, c'est aussi partager des aspects personnels. Alors après, il faut savoir jauger jusqu'à où je suis prête à donner des informations personnelles sur moi, pour quelles raisons je veux les partager. Est-ce que c'est en lien avec mon domaine d'activité? Est-ce que ça peut aider les gens? Troisième aspect, peut-être que j'aimerais rajouter, si j'ose compléter du coup ce que tu as dit, mais c'est aussi vous adresser à des personnes qui vous ressemblent. Parce que de toute façon, assez naturellement, il y a l'effet miroir qui s'applique et vous allez attirer à vous des gens qui vous ressemblent. Donc, soyez naturel, ça plaira pas à tout le monde, mais dans tous les cas, vous plairez du coup aux gens qui vous ressemblent. Et puis au final, c'est un mal pour un bien parce que comme ça, vous êtes sûr de bien collaborer par la suite lors des rendez-vous. Il n'y aura pas de surprise. Tandis que si vous essayez de parler, enfin, de porter un masque, bah, la suite de la collaboration ne se passera pas forcément très bien. Complètement. Et c'est tellement vrai dans le monde des thérapeutes où pour le coup, moi, des naturopathes, c'est vrai on n'a pas tous la même façon de travailler, hein. Moi, je sais que j'ai certains naturopathes, quand ils écoutent ma pratique, ils font des bonds de 12 mètres et vice-versa. Aujourd'hui, moi, j'ai choisi ma formation, j'ai choisi une formatrice qui était ma vision de la naturopathie, à savoir quelque chose de très 2.0, donc de connecté, d'ouvert sur les nouvelles avancées en termes de micronutrition, de compléments alimentaires, et quelque chose qui se destine en fait aux personnes qui n'iraient pas naturellement vers ces médecines et remèdes de grand-mère, en fait. Tu vois, Mhm, étiquette un petit peu remède de grand-mère qui va avec la naturopathie et genre irrigation du côlon et tout ça, si tu veux, ça parle pas à tout le monde, clairement. mhm. Non, c'est clair, ouais, c'est Et, clair. et c'est vrai que je le vois hein, sur j'ai un groupe WhatsApp avec tous les membres de mon école et on est très très différents. Et en effet, il y en a, voilà, leur grand délire, c'est de distiller leurs propres plantes, de faire leurs propres huiles essentielles maison. Et ils Mhm, sont dans une cabane au fin fond de la forêt. Et c'est mhm, OK, c'est très bien parce qu'il y a une clientèle aussi pour ces personnes en fait. Comme tu disais, mhm, c'est voir là. Et après, moi, bah voilà, moi, je suis en plein centre-ville, je suis dans une zone commerciale, ça brouille, ça grouille, je suis obligée de mettre de la musique parfois silencieuse, tu vois, pour se mettre un peu au calme, mhm. mais parce que je veux être aussi proche de mes clients et proche des clients qui n'iraient pas voir quelqu'un au fin fond d'une forêt, en fait. Mhm. Il faut Non, vraiment c'est clair. chaque thérapeute sa clientèle, en fait. Mm. Non, mais je pense que c'est important ce que tu dis. Il y aura toujours de la concurrence. Donc, n'essayez pas d'avoir. Enfin, c'est triste quand je vois des personnes qui ont peur de se lancer parce qu'elles se disent qu'il y a déjà des concurrents. Dans tous les métiers, quels qu'ils soient, il y aura toujours de la concurrence. Et même si vous pensez que vous n'avez pas de concurrents directs, vous aurez toujours des concurrents indirects. Donc, voilà, des métiers qui ressemblent ou qui peuvent travailler sur les mêmes problématiques. Donc voilà, il y a de la place. Enfin, moi, j'ai envie de croire qu'il y a de la place pour tout le monde et après, c'est juste une question de croire en soi. J'ai un frère qui est aux antipodes de moi, qui a 10 ans de plus que moi, qui lui, au contraire, est un vrai commercial dans l'âme, qui, comme on dit chez nous, tu sais, qui pourrait vendre des confettis à la sortie d'un enterrement. Pour le coup, lui, on est diamétralement Je opposés. connaissais pas du tout cette expression, mais Oui, c'est intéressant. parlant, hein, tu vois. Mais voilà, il est vraiment, alors après, il est très honnête, il n'y a pas de souci, mais il est vraiment dans ce truc, dans ce rouleau compresseur de commerce, etc. Il est dans sa dynamique. Et néanmoins, on apprend l'un de l'autre, tu vois. Et comme moi, au début, quand pour le coup, j'avais créé ma première entreprise, moi, c'était le truc, oh là là, il y a déjà des gens, il y a de la concurrence, et moi, je vais jamais y arriver. Il me dit la concurrence, Fifi, parce que Fifi, c'est toujours quelque chose de positif, parce qu'il me dit, vois pas la concurrence pour quelque chose de négatif, il dit, c'est quelque chose qui va te permettre de te dépasser.
Mhm. Parce que tu vas voir, ça va forcément te pousser vers le haut. Il me dit, tu prends une petite ville, là, par exemple, où il y a un restaurant. Bon, le restaurant, en fait, il peut être complètement miteux. Il est tout seul, donc les gens vont venir. Et s'il y en a un qui ouvre et qui se fait une façade nickel, qui est magnifique, qui fait de la super bouffe, bah, le truc qui était mité va forcément être obligé de se mettre à niveau. Donc, en fait, il y a un effet des bulles où tout le monde se tire vers le haut, finalement. Mhm. Non, Et en clairement. ça, c'est vrai que ça peut être positif. Mhm. Et puis aussi, ça confirme que s'il y a des concurrents, il y a de la demande. Aussi. Donc, du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça, c'est clair. Bah, trop bien. Est-ce que tu voulais peut-être partager une autre technique de communication de cœur? On a déjà partagé trois et on avait dit trois dans la question. Donc, Alors, non, donc on a dit les réseaux, la newsletter. Qu'est-ce que je fais d'autre? Bon, bah, il y a le bouche à oreille aussi, oui. forcément. Mais Mais ça, c'est bon, vrai qu'on ne le contrôle pas. c'est Enfin, tout dans le seul. sens, ça Ouais, ouais. dépend pas. Enfin, si ça dépend de notre service et du suivi et de la qualité de nos prestations. Donc, oui, il y a une part qui vient de nous. Mais après, la suite, ça peut toucher 10 personnes, 100 personnes. On maîtrise moins bien. Non, après, où je vais un petit peu être un petit peu, on va dire, en hors média, on va être sur, j'ai tendance à proposer, alors pour le coup, l'aventure d'Otera n'a fait que décupler ce côté-là, mais je travaille en proposant des ateliers ou des interventions gratuites. Mhm. Hein, par exemple, je suis intervenue dans l'école de mes enfants pour faire de la prévention sur l'utilisation des écrans. Ah, ok, génial. Donc voilà, typiquement, voilà, je fais une intervention gratuite. Les personnes, bah, voilà, bénéficient de l'information, peuvent me poser des questions, et moi, ça me permet de me faire connaître en fait. Mhm. Hein, ça peut être ça. Je fais bah, pour le coup des ateliers aromathérapie, j'en faisais aussi avant, mais je fais aussi des ateliers détox, des choses, alors pour le coup gratuit ou payant, ça dépend du contenu de l'atelier, mais je sais que par exemple, on avait fait un atelier détox où chacune venait réaliser son eau détox, apprendre le fonctionnement de la détox, tu vois, c'était des petits C'est trop ateliers, bien. voilà, qui permettent de voir et de toucher des personnes. Moi, en l'occurrence, la naturopathie, les gens connaissent pas forcément, peuvent avoir peur, ne savent pas forcément que c'est pour eux. Donc, Mhm. l'idée, c'est aussi de proposer d'autres offres pour que les personnes puissent venir me voir et comprennent que bah, peut-être, oui, je peux finalement leur apporter mon aide. Mhm. Sans prendre Voilà. de risques. Et puis, non, c'est très, très bien. Et d'ailleurs, à ce sujet, je crois que tu organises un webinaire gratuit prochainement Oui, alors attends, je montre toujours la date. Par contre, sur tiens-moi l'organisation. l'immunité, hein. Sur l'immunité, exactement. Je ne retrouve pas la date dans mon Je, agenda. je pense que c'est en septembre, je vais regarder. C'est en septembre normalement, mais je ne le retrouve pas. Alors je l'ai, c'est sûr. Toi, tu Euh, veux fuir. non, carrément pas. C'est un C'est le atelier. 18 septembre. Et ben voilà, c'est ça. C'est bien ce qui me semblait, mais je ne le voyais pas. Je ne sais pas pourquoi. Je suis Top. sur l'autre agenda. Oui, c'est le 18 septembre à 21h. Trop bien. Oui, voilà, l'idée, ça va être de parler un petit peu comment booster son immunité à l'approche de l'automne. Et typiquement, voilà, ça va être découvrir un petit peu la naturopathie, l'aromathérapie, Mhm. différentes techniques aussi de relaxation, puisque le stress a un impact direct sur le système immunitaire. Donc, proposer différentes choses et puis apprendre à faire connaissance et à se connaître tout simplement. Parfait. Et pour promouvoir ce webinaire, généralement, comment tu fais pour faire en sorte qu'il y ait des personnes qui participent à tes événements? Tout à fait. Ben là, pareil, la newsletter me sert de support. Des fois même, je fais des newsletters dédiées pour annoncer l'événement en plus de la newsletter récurrente. Et puis les stories. Je me sers beaucoup des stories pour d'infos. Parfois, je peux faire un reel si je suis au bon endroit, au bon moment, bien éclairé et que l'idée me vient. Ah oui, je vais me servir des réseaux sociaux. C'est vrai qu'il m'arrive, même pour les ateliers en présentiel, de faire des petites affiches ou des flyers. Je ne trouve pas que j'ai énormément de retours, hein, parce que bien sûr, j'en ai fait, mais je ne trouve pas que ce soit hyper probant. Parfois, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément contacter mon réseau, Mhm. via WhatsApp. Ouais. Je vais carrément, voilà, toutes les personnes que je pense qui peuvent être intéressées par l'atelier, puisque je connais mon réseau, je connais mes clients, et là, je les contacte directement, en fait, one to one, one to one. Voilà. Ok. Non, c'est vrai que ça marche très bien. Après, voilà, bien utiliser WhatsApp. Personnellement, je ne suis pas une grande fan des chaînes de diffusion. Mais voilà, sachez que ça existe et vous pouvez diffuser le même message à une liste de contacts. Mais c'est vrai que WhatsApp fonctionne bien si on envoie un message personnalisé, qu'on s'intéresse à leurs besoins et qu'on leur explique en quoi cette solution peut être intéressante pour eux. Donc, ouais, très, très bien. Et puis la newsletter, effectivement,
moi, j'aime bien utiliser les newsletters soit pour promouvoir des événements, soit pour proposer des cadeaux, soit justement relayer vers un article de blog intéressant qui partage des astuces, des recettes et autres. Donc, je trouve que ça marche bien en tout cas. Donc oui, merci beaucoup pour ces partages. En tout cas, moi, j'ai trouvé très enrichissant et je trouve que aussi c'est un bon exemple pour tous les thérapeutes pour voir en fait, oui, le marketing, ça reste, on va dire, une technique qui découle du business des entreprises, qui a aussi des côtés, on va dire, plus dark. Il y a des personnes qui pratiquent le dark marketing, mais on peut aussi l'utiliser à bon escient et de manière éthique. Donc, merci pour ces partages. Pour se décomplexer. Et sinon, juste pour revenir du coup à ton métier de cœur, est-ce que tu as peut-être, tu nous parlais de TDAH aussi, est-ce que tu as des exemples de personnes que tu as pu accompagner, comment tu as pu les accompagner? euh, Ouais, bah écoute, il y a différents. Je sais qu'un des plus beaux retours que j'ai eu, c'était parce que j'en ai pas fait tant que ça finalement. Tu sais, on dit souvent qu'on, comme tu disais, hein, tu vois, on fonctionne en miroir et pour les pathologies qu'on accompagne, c'est un peu la même chose. hmm, Et pour le coup, tu vois, je sais que là, dans les choses un peu rigolotes, enfin rigolote ou pas d'ailleurs, j'ai mon mari, donc comme tu le sais, qui a fait un malaise cardiovasculaire. Je n'accompagne quasiment, enfin, c'est dû avoir une fois une dame avec du cholestérol, jamais personne. mhm, Le lendemain où je reprends le boulot, la cliente, la nouvelle cliente, venait me voir pour ça. Elle avait fait un arrêt cardiaque et tout. Je me suis dit, ouais, tu sais, c'est le truc, bah, hop, ça t'est arrivé dans ma vie, donc hop, j'ai le ouais, droit. C'est comme si j'avais le droit d'avoir le client. ouais, Et non, fertilité, c'est vrai que pour le coup, j'ai pas moi-même éprouvé de parcours PMA, etc. Je suis toujours tombée enceinte mhm, naturellement, donc peut-être aussi le problème de légitimité, c'est pas ce que j'ai accompagné le plus. mhm. Mais néanmoins, recevoir une dame qui prend rendez-vous un an après, elle me dire, oh là là, je vais reprendre rendez-vous en postpartum parce que franchement, c'est grâce à vous si j'ai eu mon bébé, etc. Ah, trop bien. Ça, c'est chouette. Ouais, Je sais que j'ai accompagné une dame en aromathérapie qui avait un mhm. papillomavirus, Ah ouais. qui était Ouais, ça, c'est déprimée. l'horreur. Ouais. Surtout qu'il y a Ouais, différentes formes de papillomavirus, des plus virulentes que d'autres. ben, c'est ça. Et là, si tu veux, grosso modo, ils m'ont dit, bon, bah, vous vivez avec votre épée de Damoclès jusqu'au jour où. Et, Mhm, et là, pour le coup, j'ai testé l'aromathérapie. Et alors, en version un peu off, puisque bien sûr, le pharmacien ne voulait pas, enfin, c'était un peu compliqué. En tout cas, elle a réussi à avoir les petites gélules que je lui avais recommandées. Et écoute, un an après, le papillomavirus était parti. incroyable. Donc voilà, ça fait partie des belles histoires. Puis bon, ben voilà, tous ces gens qui sont au fin fond du trou, que tu vois retrouver le sourire, tous ces gens qui avaient des douleurs, qui viennent te voir limite en K1, avec une canne et qu'ensuite reviennent te voir beaucoup plus vaillants. Enfin voilà, Mhm. quand tu vois ça, tu te dis, ah, je fais pas ça pour rien en fait. Non, mais c'est incroyable. Ouais, trop bien. Trop, trop bien. Et Pas est-ce que des- tu aurais... Ah, pardon. Non, je dis, il n'y a pas de miracle, mais voilà, des fois on fait des belles choses quand même. Ben, comme on dit, don de la nature, hein. Et la nature fait bien les choses. C'est ça. Donc voilà. Et est-ce que tu aurais peut-être trois conseils en naturopathie pour guider les femmes vers plus de bien-être? Peut-être les femmes entrepreneurs. Alors, bah déjà, je vous dirais tout simplement, alors c'est un grand truc, hein, je sais bien que j'enfonce une porte ouverte, mais c'est le stress. Mhm, Puisque le stress, en effet, on se rend compte de l'impact que ça a sur son bien-être au quotidien, mais on sous-estime trop l'impact que ça a sur son corps en profondeur. Et combien de personnes, combien de femmes viennent me voir en se disant, oh là là, j'ai plus mes règles depuis X, je crois que je suis en préménopause. mhm, Bon, même pas 10 minutes d'entretien, je sais déjà qu'il n'y a pas de problème de ménopause en fait. C'est mhm, juste que le stress crée des aménorrhées et que les règles reviennent après. mhm, Donc voilà, c'est typiquement, en fait, comme j'imagine souvent la chose, et c'est vrai que les hormones, c'est un peu mon dada, mais mhm. les hormones, t'as pas les hormones féminines d'un côté, les hormones thyroïdiennes de l'autre, les surrénales, etc. Elles fonctionnent toutes en... Moi, En j'aime bien symbiose. visualiser. Ouais, non, je suis très imagée. Moi, tu sais, comme un orchestre, Oui, voilà. chaque truc. Et en fait, bah, s'il y en a une qui sonne faux, c'est toute la symphonie qui sonne faux. Mhm, Donc, le problème, c'est que le stress impacte le cortisol, etc. Et quand on a des taux trop élevés de cortisol, eh bien, ça dérègle par voie de conséquence des fois des problèmes de thyroïde, des fois des problèmes d'hormones féminines. Et mhm, parfois, ça peut être bénin, parfois, ça peut être plus lourd de conséquences. mhm, Ah, moi, je suis convaincue qu'il y a certaines pathologies lourdes. Je me suis beaucoup documenté le sujet. J'en ai aussi malheureusement moi-même fait des frais à titre personnel de ma santé.
je suis convaincue que le stress est déclencheur de beaucoup de pathologies. Mhm. Ouais, c'est sûr. Bah, c'est vrai que déjà, il y a beaucoup de femmes qui ne parviennent pas à tomber enceinte assez souvent parce qu'elles sont trop stressées. Comme tu donnais le cas, l'exemple des règles, effectivement, d'ailleurs, c'est démontré aujourd'hui. Par exemple, une femme qui est en situation d'anorexie n'a plus de règles. Mais c'est parce que le corps n'est pas fou. Il sait qu'il n'est pas en état, de toute façon, de procréer à ce moment-là. C'est Donc, ça. en fait, les règles s'arrêtent naturellement, mais pour protéger, en fait, le corps, il y a un peu notre instinct de survie aussi qui se déclenche. C'est Donc ça. non, je pense comme toi, il y a tout qui est connecté. Et malheureusement, le stress, effectivement, provoque énormément de problèmes. Bah, aujourd'hui, c'est quand même pas scientifiquement démontré, mais je pense quand même qu'il y a un lien de cause à effet entre le stress et le burn-out. Je ne sais pas s'ils ont osé faire Oui. des études pour vraiment le démontrer par A plus B. Ce serait une catastrophe économique. Le problème des études, j'ai des amis médecins et on a des débats parfois un petit peu houleux, par exemple, une fois, on a eu un débat, je me souviens, sur ouais, mais attends, les effets et les bienfaits du miel, ça n'a jamais été prouvé scientifiquement. Et là, je lui dis, mais à un moment, quel industriel va aller payer une fortune, alors que le miel coûte que dalle, pour prouver que le miel a des effets? En fait, le problème, c'est ça que les gens n'ont pas forcément conscience. Il y a études scientifiques à partir du moment où derrière, il y a Une intérêt. rentabilité. Et Mhm, ouais. Donc, si tu n'as rien à vendre derrière, ça n'a pas d'intérêt de le prouver ou de l'infirmer. mhm. Et dans la réalité, c'est qu'au niveau du stress, en fait, les méthodes, elles sont naturelles. Donc, c'est pas ce qu'il va y avoir de plus onéreux parce que les antidépresseurs pour le stress, on sait très très bien que les antidépresseurs sont une béquille dont parfois on ne peut pas se passer, mais sur le long terme, les dégâts sont considérables. On parle de plus de 40% d'Alzheimer et ça, pour le coup, par contre, ils l'ont testé pour les antidépresseurs. Mhm. Ouais, ça, Durée. c'est sûr. Donc, D'ailleurs, c'est intéressant que tu évoques le sujet d'Alzheimer. Quelle huile essentielle ah, permet de lutter contre l'Alzheimer et qui a été scientifiquement démontré pour le coup? oui, c'est des stimulateurs, elles sont très fortes. De mémoire, je crois qu'il y a le romarin. Mhm. Il y a le Donc, romarin. Je crois qu'il y en a une autre aussi, mais le romarin. Le le romarin, romain pour sûr. le romarin est un tonifiant. Après, tu vois, l'aromathérapie, en fait, pour la gestion du stress, il y a des choses simples. C'est vrai que, enfin, des choses simples. Il y a des choses qui sont difficiles. Finalement, le truc le plus simple, ce serait de faire des pauses et de prendre du temps pour soi. Sauf que toutes les femmes qui nous écoutent savent très bien que c'est ce qui est le plus difficile, trouver du temps. Trouver du temps, effectivement. Donc, non, moi, les conseils les plus simples pour moi, et en tout cas que j'utilise au quotidien, à défaut de pouvoir faire une pratique, faire du sport, machin, parce que ça, pareil, il faut parfois de l'argent et surtout un agenda qui le permette, c'est Mhm, la respiration. mhm, Parce que c'est pour moi le moyen le plus universel de retrouver son ancrage et de ne pas se laisser envahir par les émotions de la tête et la tempête mentale. C'est la respiration, des exercices de respiration. Il en existe des divers et variés, tant par le yoga que par des choses plus scientifiques comme la cohérence cardiaque. mhm, Et sans aller jusqu'à prendre des gélules pour se calmer le soir, etc. Juste les huiles essentielles, franchement, c'est déjà top. mhm. Non, c'est vrai qu'il y a plein de techniques de respiration, des applications comme Respirelax en plus qui sont gratuites. Toi, tu utilises aussi un autre outil Ouais, moi j'ai justement qui Respiralax. permet de ne pas utiliser le téléphone, ce qui est pas mal. C'est ça, oui, moi je travaille avec le Zenspire, c'est un labo belge qui fait ça. Et tu as Mhm, soit la petite boule que tu peux avoir sur ta table et que tu peux partager dans les exercices de groupe. Et sinon, c'est un tout petit pocket qui est pas beaucoup plus gros que mhm. que les AirPods. Et en fait, que tu as dans la main et qui fait de la lumière et qui vibre. Et en fait, quand il vibre, t'inspires. Dès qu'il vibre plus, tu expires. Et Ok. tu peux faire ça dans les transports en commun parce que c'est discret. Tu peux faire Mhm. ça, souvent, ce que je donne comme astuce, vu que c'est des exercices de 5 minutes et les gens me disent, mais j'ai pas le temps. Bah, j'y sais soit aux toilettes, parce que c'est à peu près l'endroit où on est tranquille, Mhm. aux toilettes au bureau, vous vous enfermez et clac, 5 minutes. Et ça passera normalement inaperçu. Et puis sinon, souvent, c'est pour les gens qui n'ont pas le temps dans les transports, qui font de la voiture, c'est avant de monter en voiture. En fait, on monte en voiture, avant de mettre le contact, on prend ces 5 minutes en fait qui servent de sas de décompression avant de rentrer à la maison en fait. Ok, ouais. Ouais, Ça, c'est c'est- bien. C'est une bonne. Merci pour cette astuce. ça marche plutôt pas mal et en général, ce temps-là, on arrive à peu près à caler. Je sais que mon copain a vraiment pratiqué énormément la fréquence cardiaque pour réduire ses migraines et ça a marché. Après, Ah oui, par contre, c'est une discipline, c'est-à-dire qu'il faut essayer de la mettre en place 1 à 3 fois par jour ça. pendant minimum 21 jours. Tout à fait. Mais par contre, enfin, moi, je l'ai vu de mes propres yeux, ça a vraiment marché. Exact. Et donc, du coup, est-ce que tu aimerais peut-être partager 3 autres conseils en communication pour accompagner peut-être les mompreneurs, vu que tu fais partie.
Tout à fait. de ces femmes, de ces femmes. J'allais dire, j'ai inventé un mot de ces femmes. Mais écoute, pensez qu'il existe des outils alors qui sont gratuits, hein. Il faut savoir que donc Facebook et Instagram, c'est tout le monde ne le sait pas, mais c'est la même famille, hein. C'est Meta dont je parlais Mhm, tout à l'heure, puisque Facebook a racheté Instagram. Et si on parle ne serait-ce que de ces deux plateformes-là, il existe un Meta Business Center, en fait un truc gratuit qu'on paramètre, qui permet par exemple de programmer ses publications et de les faire en avance et de s'organiser. Et moi, ce que je conseille, c'est typiquement autant que possible, même si là, en effet, on est un peu moins dans la réalité, je ne le fais pas pour mes stories, mais pour mon contenu, il est vrai qu'en général, je m'organise un petit peu sur 3 semaines à l'avance à peu près, où je mhm. programme mes publications. Très bien. Ouais. Un Le avis. batching fonctionne très bien. Ça permet, non, mais c'est Exact. vrai, ça permet de se concentrer sur une tâche Mm. et d'optimiser en fait son temps et de maximiser son potentiel aussi parce qu'on est concentré sur une tâche et du coup on fait un maximum en peu de temps. Est-ce que Tout tu as à fait. peut-être un deuxième conseil aussi à partager? Alors, le deuxième conseil, je te dirais bien que tu me l'as remis au bout du jour il n'y a pas longtemps, Ah, c'est le fait de faire des pauses régulièrement. ah, Le fait de faire des pauses, et pour le coup, ta méthode Pomodoro m'a ah oui, ok. avait fait tilt. Et ce principe où en fait on travaille et on fait même des micro-pauses de 5 minutes. Et sincèrement, là, j'ai mis en place ça dans ma routine depuis 3 semaines. Ça et le fait de prioriser mes objectifs. De prioriser mes objectifs, ça permet vraiment de gagner en sérénité au travail et puis de gagner un petit peu en clairvoyance. Mhm, Et de la même façon, alors pour le coup, c'est peut-être pas forcément très déontologique, mais j'ai envie de dire, tout dépend de l'usage que l'on en fait. Il existe ChatGPT, l'intelligence artificielle. Et mhm, pour le coup, moi, je sais que je m'en sers comme d'un assistant personnel. Ou par exemple, j'ai une idée d'article et en fait, il me fait le plan. mhm, Tout bêtement. Ça me permet de gagner du temps dans ma réflexion. Parce qu'en fait, l'information, je l'ai. C'est juste que mhm, voilà, plutôt que de me poser, de réfléchir et d'oublier quelque chose, mhm, avant de me lancer dans la rédaction, j'ai déjà mon petit A, petit B, petit C. Et voilà, typiquement, ça me permet d'aider. Et ChatGPT m'aide aussi sur mes mots-clés. mhm. Oui, totalement. Ouais, c'est vrai qu'il est assez puissant pour le SEO. Et c'est vrai, comme tu dis, c'est très bien parce qu'il peut te préparer tout le plan. Mais par contre, il sera pas très bon pour donner des conseils, ChatGPT. Il sera très bon pour donner des définitions, décrire des processus. Mais pour les conseils, l'expérience, bah ça, en fait, ça changera pas l'humain. Oui, c'est exact. Euh, ou ta capacité à mélanger des sujets, justement, tu disais naturopathie, aromathérapie, technique de respiration. Toi, tu vas avoir l'idée de combiner tout ça, de rajouter des liens utiles, des outils, comme tu disais, C'est ça. justement. Donc, non, moi, je trouve que c'est très puissant, ChatGPT, et je pense que ce serait une bêtise de s'en passer, ne serait-ce pour gagner du temps, gagner aussi, enfin, réduire sa charge mentale et autres. Donc non, très, très bonne astuce. Ça, et puis Euh, aussi les plans newsletter, pareil, les plans, quoi. oui, bah oui, clairement. Clairement. Même pour moi, j'utilise pas mal pour les réseaux sociaux. Et puis après, moi, ce que je fais souvent, j'utilise pour les réseaux sociaux et après, j'ajoute ma vie dedans. Oui, Enfin, l'expérience, votre vie, c'est un ça. témoignage client, n'importe quoi, pour le personnaliser, le rendre beaucoup plus naturel. Et puis, Et puis hashtag, il est pertinent. mhm, clairement. Donc, trop, trop bien. Je Bon. vais peut-être revenir sur aussi deux choses. Tu parlais de parfois promouvoir en story. Effectivement, c'est hyper intéressant de promouvoir peut-être votre contenu aussi en story, parce qu'en fait, en story, les gens, en fait, quand ils écrivent un commentaire, ça va passer dans vos messages privés. Et là, vous allez pouvoir avoir une conversation vraiment en privé. Les personnes vont plus se dévoiler. Et c'est là, en fait, où vous allez pouvoir, entre guillemets, les inviter à un événement ou leur proposer un rendez-vous, etc., etc. Tandis que dans les réels, quand ils commentent, le problème, c'est que c'est public. Et là, en fait, les gens souvent ont peur que les autres voient ce qu'ils ont commenté. Donc, il y a un Ouais, peu cette pression sociale qui fait que les réels, c'est bien pour promouvoir, expliquer ce que vous faites, mais les stories, c'est bien pour promouvoir ce que vous allez faire. Enfin, les actions. c'est ça. Donc, vraiment, utilisez bien les deux canaux, ils sont importants et ils sont complémentaires. J'ai oublié. Ah oui, la technique Pomodoro. Donc, ça, tu connaissais déjà avant ou pas? Non, pas du tout. Je Ah, connaissais ok, pas du tout parfait. le concept conceptualisé, c'est le cas de le dire non. Ok. Alors, du coup, juste pour expliquer le contexte, en fait, j'avais lancé une mini formation sur WhatsApp pour accompagner les personnes intéressées à mieux accueillir leurs émotions. Et en fait, moi, ce que j'aime bien faire, c'est combiner l'aromathérapie à la technique Pomodoro.
La technique Pomodoro, comme son nom l'indique, c'est une tomate et c'est parce qu'en fait, celui qui l'a inventé utilisait en fait un minuteur en forme de tomate qu'il avait volé à sa grand-mère, qu'il utilisait pour cuisiner. Et lui, il l'utilisait pour travailler. Et en fait, c'est des séances de travail de 25 minutes séparées par une pause de 5 minutes. Et donc, moi, généralement, ce que je fais, c'est que je liste les tâches que je dois faire, que je peux faire en 25 minutes. Donc, par exemple, traitement des emails, les emails urgents, par exemple, community management, par exemple, rédaction d'une newsletter, etc., etc. Et en fait, pendant 25 minutes, vous avez l'obligation de vous dédier à une seule tâche. Donc, votre téléphone est mis de côté. Et en fait, vous avez 5 minutes de pause. Donc, moi, ces 5 minutes de pause, j'en profite pour sentir une huile essentielle. Et par exemple, vous pouvez même, je sais pas, ranger de la vaisselle, faire une pause sur votre balcon, vous étirer, enfin bref, après, vous faites ce que vous voulez en 5 minutes. Et ça permet vraiment de gagner en efficacité, de gagner en clairvoyance, d'être plus concentré. euh, et voilà. Donc voilà, c'était juste pour remettre les choses, donner du contexte à ce que tu disais. Et moi, j'aime bien l'utiliser pour organiser ma matinée. Alors, je sais pas si toi, tu le fais plutôt en fin de journée ou en matinée, mais donc si ce sujet un peu en combiné entre business et bien-être vous a plu, vous pouvez nous rejoindre sur Dotelia, Dotelia, sur Instagram, pour plus d'astuces en fait, business et bien-être. Et sinon, avant de terminer ce podcast, parce qu'on arrive gentiment à la fin, est-ce que tu as peut-être, Sophie, un mot de la fin à nous partager? Un mot de la fin, je dirais que en termes de bien-être, prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin des autres. Et ça, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. C'est ce côté, cet altruisme un petit peu détourné où prendre soin de soi, ce n'est pas égoïste, bien au contraire.